Oui, 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 oui. Bien, écoutez, je pense qu'on va commencer. Il est l'heure. Vous n'êtes pas encore tous et toutes arrivés sur la plateforme, mais c'est possible que certains préfèrent suivre le cours en différé. On va parler de ça dans un instant. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que, 1, vous m'entendez, 2, vous voyez sur votre écran les slides. Moi, elles sont un petit peu mangées par les quelques images de participants que je peux voir, quelques-uns simplement. Et puis, je vous expliquerai par ailleurs comment on va pouvoir mettre à disposition ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire régulièrement le mardi ensemble, pour que vous puissiez suivre éventuellement ce cours en différé ou revenir sur les enregistrements. Alors, donc, bienvenue à tous et à toutes. Rentrée un peu particulière, c'est pas que ce soit une découverte pour vous, l'enseignement à distance, mais là, pour la première fois, vous l'avez dès les premières séances du semestre, hein, ce qui est un défi supplémentaire pour vous comme pour nous, parce que les semestres précédents, on avait quand même pu faire 6 ou 7 séances en présentiel et peut-être passer plus facilement en distanciel dans un deuxième temps. Là, ben voilà, on est obligé de commencer par le distanciel. On ne sait pas encore exactement comment les choses vont se passer après Pâques. Vous savez que tous les cours se font à distance jusqu'à Pâques. Et après la pause de Pâques, il est possible qu'on réintroduise un petit peu de présentiel. Je dis un petit peu, ça veut dire peut-être certains cours, ça veut peut-être dire une partie simplement des étudiants. Pour le moment, le rectorat n'a pas tranché et il ne peut évidemment pas le faire à ce stade-là, puisqu'on a besoin d'avoir des informations sur l'évolution de la pandémie dans le courant du mois de mars avant de prendre une décision. Donc j'espère en tout cas pouvoir vous avoir à un moment ou à un autre dans ce grand auditoire M380 dans lequel je suis, dans lequel j'interviendrai régulièrement le mardi après-midi, qui est désespérément vide et impressionnamment vide, à l'exception près de mon collègue Matteo Gianni, dont vous voyez déjà apparaître le nom sur la diapositive et qui va donner ce cours avec moi, tout comme Oana Siobanou, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui va faire une partie des séances. Alors, ce cours est un cours un peu particulier, un cours qui s'appelle « Introduction à la démarche scientifique », qui n'est pas un cours disciplinaire à proprement parler. Hein. Vous avez eu pour l'immense majorité d'entre vous des cours de premier semestre qui étaient plutôt des introductions à telle ou telle discipline. Monsieur, excusez-moi. Je vous Je crois écoute. que c'est bloqué à 300 personnes le Zoom et que du coup, il y a plein de gens qui ne peuvent pas rentrer et qui ne peuvent pas avoir accès au cours. Bigre, bigre. Alors là, je ne sais pas ce que je peux faire par contre, parce que moi, je ne l'ai pas plafonné. Je n'ai pas plafonné le nombre. C'est vrai? Mon collègue Matteo Gianni me dit qu'il faut demander une autorisation, mais je n'ai pas été mis en garde contre ça. Effectivement, je vois que le nombre de participants est plafonné à 300 là. Je te le mets. Tu vois, c'est bloqué à 300 là. Ouais. Donc, je crois que pour aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. On va devoir en rester là pour la séance d'aujourd'hui. Encore une fois, elle va être doublement enregistrée. Hein. Je préciserai un peu les modalités dans un instant. Et puis, j'essaierai de me renseigner sur la possibilité de déplafonner le nombre d'inscrits. Je suis désolé, c'est la première fois que je suis confronté à ce problème. Merci en tout cas de l'alerte, Madame Vacheron. Donc un cours un peu particulier parce que les cours du semestre précédent, du premier semestre de bachelor, donc pour l'immense majorité d'entre vous, en tout cas ceux qui sont inscrits dans la faculté, dans un des bachelors de la faculté des sciences de la société, étaient des cours plutôt d'introduction disciplinaire à la sociologie, à l'histoire économique, à la science politique, à la géographie, etc. Et le deuxième semestre de cette première année est plutôt construit autour de cours transversaux, qui sont des cours plutôt thématiques, qui vont plutôt porter sur la thématique, par exemple, du genre, plutôt sur la thématique des sociétés numériques, ou ce genre de choses. Une introduction également à des enseignements de méthodes quantitatives en particulier. Et puis, vous avez ce cours un peu spécial, Introduction à la démarche scientifique, qui, lui, veut réfléchir de façon plus générale à qu'est-ce que c'est que faire de la science, comme on dit parfois. Qu'est-ce que la science ? Toujours en ayant bien sûr à l'esprit que vos enseignants et l'immense majorité des étudiants qui sont présents et inscrits à ce cours sont les étudiants de sciences sociales ou des personnes formées aux sciences sociales.
Donc c'est un cours un peu ambitieux parce qu'il va porter sur des notions un peu compliquées, comme la science, comme l'épistémologie, comme l'ontologie ou la méthodologie, donc qui peut vous paraître un peu éloigné des motivations premières qui ont guidé votre inscription en bachelor, que ce soit en bachelor de la faculté ou en bachelor de relations internationales. Vous êtes à peu près la moitié à suivre ce bachelor de relations internationales. Mais c'est un cours qu'on a voulu mettre très tôt dans votre cursus, dès la première année, parce que précisément, il fait partie de ce saut qualitatif très important que vous devez faire en passant du cycle, enfin du collège, du gymnase, des lycées français, je ne sais quoi, donc de l'enseignement secondaire, vers l'université, c'est-à-dire d'avoir une vraie formation de base sur la spécificité, encore une fois, des pratiques scientifiques et des réflexions scientifiques. Donc, nous sommes 3 à donner ce cours. Je vous rappelle, donc moi-même, Bernard de Barbieux, qui enseigne en géographie, qui par ailleurs suis le doyen de la faculté des sciences de la société, Matteo Gianni, qui est politologue et plus spécialement versé sur la théorie politique, et puis Oana Siobanou, qui est démographe. Donc, on va combiner un peu nos façons de faire avec nos horizons disciplinaires, mais aussi nos façons plus spécifiques de pratiquer les sciences sociales pour vous donner un éventail, un aperçu un peu général et transversal des enjeux relatifs à la démarche scientifique. Alors, plus précisément, les objectifs du cours sont les suivants. On va, les uns après les autres, successivement bien sûr, séance après séance, questionner la spécificité de ce qu'on appelle la science, définir les caractéristiques de ce qu'on appelle la méthode scientifique, et la mobilisation de la science dans la production des connaissances. Donc, on va avoir cette réflexion un peu méta, comme on dit parfois, au-dessus des faits sur lesquels portent les sciences sociales, sur ce qui est scientifique, ce qui permet de valider la nature scientifique d'un propos ou d'une analyse. On va assez rapidement, je dis assez rapidement parce que ce ne sera pas le cas dès aujourd'hui, assez rapidement réfléchir aux similitudes et aux différences qui peuvent être extrêmement importantes entre les sciences de la nature et les sciences sociales, qu'on appelle aussi parfois, avec un peu d'humour, les sciences dures pour les sciences de la nature, ou les sciences molles pour les sciences sociales, les sciences humaines pour les sciences sociales et les sciences inhumaines pour les sciences de la nature. Autant de variations linguistiques qui sont là pour vous rappeler que ce clivage, il est très fort, il est très prégnant, et c'est important de l'avoir à l'esprit parce que la façon de faire des unes et des autres n'est pas la même, et les méthodes ne sont pas les mêmes. Ce qu'on développera tout particulièrement, à peu près la moitié des séances seront consacrées à ce que j'ai appelé ici les implications méthodologiques, des partis pris que l'on peut adopter dans tel ou tel domaine de la production scientifique. Et puis, on s'intéressera aussi, même si c'est de façon un peu plus rapide, à ce que j'appelle ici les pratiques scientifiques dans la société, c'est-à-dire la façon dont le discours scientifique est en écho ou pas avec les questions sociales, les questions qui traversent les sociétés, la façon dont éventuellement les savoirs scientifiques sont influencés eux-mêmes par les dynamiques sociales. Donc, on fera aussi un peu une sorte de sociologie des sciences par moment, juste pour vous rappeler que voilà, les chercheurs, les scientifiques sont des membres et des parties prenantes des sociétés dont ils relèvent et que les interactions avec la société, qui est un contexte, mais aussi leur objet d'étude, est quelque chose de très important à avoir à l'esprit. Je vous l'ai déjà dit, donc nous serons 3 à intervenir. C'est moi qui donne cette première séance d'aujourd'hui, donc en présence de Matteo Gianni, mais qui ne prendra pas la parole. Puis après, nous allons développer toute une série de séances dont vous avez le détail sur la page Moodle. Vous avez l'entier du plan de cours sur la page Moodle, avec des séances qui sont plutôt consacrées à des questions dites épistémologiques, je vais définir ce terme dans un instant, d'autres qui sont plutôt consacrées à des questions plutôt méthodologiques. Donc pendant 13 semaines, 13 mardis consécutifs, avec la parenthèse de Pâques, on balayera toute une série d'enjeux épistémologiques, méthodologiques et un peu sociologiques relatifs à la production de la connaissance scientifique. Et puis on prévoit une toute dernière séance, je crois que c'est la dernière semaine de mai, une séance de répétitoire pour laquelle on vous demandera, le cas échéant, de préparer des questions, de nous interpeller d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse essayer d'amener les éléments les plus concrets, les plus utiles, quelque part, à l'assimilation du cours avant que l'on se sépare.
Le plan du cours donc, se trouve sur la page Moodle, sur laquelle je vous invite tous à vous inscrire. Je vous rappelle au passage que ça ne vaut pas une inscription à l'examen. La page Moodle, vous vous inscrivez tout de suite. Quand bien même, si le cours est optionnel pour certains d'entre vous, vous renonciez à suivre le cours, si vous en avez la possibilité. Mais inscrivez-vous sur la page Moodle parce que c'est là qu'on va déposer systématiquement les informations qui vous concernent, notamment les slides de cours. J'ai déjà déposé sur la page Moodle les slides de cette première séance et j'essaierai de le faire toujours la veille du cours où je vais intervenir pour que certains d'entre vous, parce que ça pourrait les arranger, puissent la télécharger ou l'imprimer et travailler dessus pendant le cours en direct. Ce cours sera enregistré, on l'espère systématiquement s'il n'y a pas de surprise technique, comme on vient d'en avoir une avec le plafonnement du nombre d'étudiants qui peuvent le suivre en live. Est enregistré sur Zoom et sera mis à votre disposition après chacune des séances. Mais il est aussi enregistré sur MediaServer. Vous connaissez tous probablement ce support de l'Université de Genève qui vous permet de revenir au cours en différé. En général, la qualité sonore et visuelle est meilleure sur MediaServer que sur Zoom. Par contre, on ne voit pas l'intervenant. Ce n'est pas que ça vous manque nécessairement le moment venu, mais sachez en tout cas qu'on fera tout notre possible, en espérant que la technique suive, pour que chacune des séances enregistrées puisse être accessible sur l'un ou l'autre de ces deux modes. Et puis, on vous parlera des consignes de l'examen parce que c'est une chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Ça peut aider quelque part à écouter le cours, à assimiler le cours de la façon la plus utile possible. L'examen se présentera sous forme de petites questions de développement, un peu à la manière de ce que beaucoup d'entre vous ont pu avoir en examen dans les cours d'introduction à telle ou telle discipline. Pas la science politique, par exemple, qui est procédée par question à choix multiples, par QCM pour l'examen d'automne, mais par contre, pour la plupart des autres cours, il me semble que vous étiez interrogé par petites questions de développement, donc 4, 5, 6 questions de développement qui pourraient ressembler à celles qui sont affichées ici, que je ne vais pas commenter maintenant, parce qu'elles seraient difficiles à comprendre tant que vous n'avez pas compris de quoi on allait vraiment parler. Une question, par exemple, sur la spécificité épistémologique des sciences sociales ou une question sur la pertinence d'une question de recherche. Donc, des questions assez générales pour lesquelles on vous demandera des petits développements d'une demi-page ou l'équivalent d'une demi-page, pardon, qui vous permettent à la fois de restituer les choses que vous avez comprises, mais aussi de réfléchir à la façon de les restituer, de réfléchir à la façon de formuler des énoncés dont on peut attendre, dont on peut espérer qu'ils prennent en compte un petit peu les exigences scientifiques et épistémologiques auxquelles on cherche à vous familiariser dans cet enseignement. Alors, on reviendra un peu plus tard dans le semestre sur des exemples de questions d'examen pour que vous preniez vos marques par rapport à ça. Je voulais déjà là vous dire maintenant qu'au mois de juin, vous serez interrogé sous forme de petites questions de développement. Comme je le disais tout à l'heure, pour les cours de la deuxième moitié du semestre, on est dans l'incapacité totale de vous dire maintenant si les examens se feront en présentiel ou en distanciel. La décision sera prise peu avant Pâques ou juste après Pâques, quand on y verra un peu plus clair, encore une fois, sur les suites de la crise sanitaire. En parallèle, d'accord, donc mon collègue Matteo Gianni me dit qu'on ne peut rien faire pour déplafonner le nombre de 300 participants à la séance. On essaiera de voir d'ici la semaine prochaine si on peut lever ce plafond. Ce cours est un cours de 2 heures par semaine. Il a lieu le mardi de 14h15. Donc, les uns et les autres, mes collègues Matteo Gianni, Oana Siobanou et moi-même, dans la mesure du possible, on viendra le donner ici dans la salle 380, mais en votre absence, puisque vous n'avez pas le droit de venir suivre des cours, vous le savez. Et vous êtes, je crois, tous amenés à suivre parallèlement un séminaire. En fait, il y aura beaucoup de groupes de séminaires qui vont fonctionner en parallèle. Et puis, un des assistants qui est chargé de ce séminaire est avec nous aujourd'hui et il va vous expliquer un peu de quoi il va s'agir et surtout comment vous allez pouvoir vous inscrire sur un groupe particulier. Donc, cet assistant s'appelle Thomas Girardet. Je vais arrêter de partager mon écran et lui laisser la possibilité de le faire de son côté. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Est-ce que c'est tout bon? Je n'arrive pas à vérifier si vous voyez bien mon écran. C'est tout bon pour moi, Thomas, oui. Ça marche. Ok, top.
Alors, donc comme Bernard le disait, moi c'est Thomas Girardet, je suis coordinateur du séminaire d'introduction à la démarche scientifique. Ce que je vais vous dire assez brièvement aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter déjà le séminaire en tant que tel. Il y aura une petite suite après à ce que je vais dire. C'est Madame Badet qui va prendre la suite juste pour vous expliquer ce que c'est la formation InfoTrack. C'est une formation qui se fait en parallèle du séminaire, mais il faut la réussir pour avoir les crédits du séminaire. Donc le séminaire, il y a plusieurs exigences. Il y a les travaux écrits, il y a la participation et la présence, mais il faut aussi réussir InfoTrack. Je laisserai le soin à Madame Badet de faire l'explication un peu plus détaillée là-dessus. Alors, pour ce qui est des séminaires. Ah non, alors attendez, il y a juste un rappel qu'il fallait que je fasse. C'est Madame Badet qui me l'avait d'ailleurs rappelé. Il y a une question d'identification, de protocole d'identification de l'Université de Genève. Je crois que anciennement, on était sur ISIS, me semble-t-il. Ça passe à Switch Edu ID, je pense. Bientôt, il faut le faire jusqu'au 25 février, si je ne me trompe pas. En tout cas, je fais l'annonce. On verra. Il y a le lien pour la procédure. Il faut juste lier votre compte s'il existe déjà. Par exemple, votre compte ISIS ou créer un compte Switch. Éventuellement, toute la démarche est expliquée. Vous pouvez cliquer sur le lien présent. Les slides de cette présentation, celles que je suis en train de faire, elles sont déjà disponibles sur le Moodle du séminaire et potentiellement du cours. Ah non, peut-être pas du cours, mais en tout cas du séminaire. Je vais revenir, vous pourrez cliquer dessus, mais faites-le avant le 25 février et puis veillez à bien vérifier tout ça. Alors, le séminaire d'introduction à la démarche scientifique, c'est un séminaire qui est en fait complémentaire au cours, mais qui a un objectif précis, c'est-à-dire qui vise à vous familiariser avec les étapes essentielles d'un travail académique, les critères de rédaction d'un travail de recherche en sciences sociales. On va plus aller dans la pratique, en fait, dans ce séminaire. Vous allez avoir un encadrement qui se fait tout au long du semestre. On va voir comment ça se passe. Vous serez encadré par 8 assistants et assistantes différents. L'apprentissage va se faire par l'intermédiaire de capsules vidéo. Il y en aura 4. Celles-ci, elles seront uploadées sur Moodle et sur YouTube. Mais vous aurez aussi en parallèle des séances sur Zoom avec l'assistant ou l'assistante de votre groupe. On passera aux questions de répartition un petit peu plus tard. En ce qui concerne la thématique, eh bien, on va parler des enjeux contemporains des migrations, mais c'est une thématique qui est, on va dire, là en toile de fond. C'est celle qui sera surtout utile, qui va être importante concernant vos travaux écrits. Il faut faire un travail écrit sur les enjeux contemporains des migrations. C'est un thème assez large, donc vous aurez malgré tout le choix. Il faut penser à une chose concernant le séminaire, c'est qu'il est avant tout axé sur les questions théoriques et les questions méthodologiques, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez écrire un travail de recherche, un travail académique en respectant certains codes, certains critères, certaines étapes de rédaction et de production, on va dire. Les exigences, je le disais, il y a InfoTrack. Il faut réussir cette formation en ligne. Il y a un quiz, tout sera expliqué par Madame Badet. Il faut être présent. La participation est plutôt encouragée. Il faut lire les lectures obligatoires. Vous avez de la chance, il n'y en a pas beaucoup. Et évidemment, il faudra réaliser un travail écrit à rendre en fin de semestre. Ce sera en binôme ou en groupe de 3. Ça, c'est encore libre aux assistants de le définir pour leur groupe respectif. Et tout ça vous permettra d'obtenir les crédits. Il y en a 3. Mais ce sera une validation qui se fait sur une appréciation oui, non, suffisant, insuffisant. Vous avez déjà eu des séminaires, je pense. Pas besoin d'aller dans les détails à ce niveau. Alors, concernant le contenu du séminaire, je vous parlais des grandes étapes d'un travail de recherche, d'un travail écrit. Alors, il y a évidemment une introduction qui va se faire à la rédaction scientifique en tant que telle. Ça, vous le ferez sûrement lors de la séance 1 sur Zoom avec votre assistant la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Mais on va revenir aussi, surtout, notamment dans une des capsules vidéo, sur la problématique et la revue de littérature. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est une étape importante d'un projet de recherche? Il faut effectivement que vous soyez en mesure de pouvoir poser un problème, poser bien un problème de bonne manière. Et puis, il faut que vous soyez aussi en mesure de pouvoir solliciter, mobiliser une bonne revue de littérature, que ce soit simplement pour vérifier déjà si le travail de recherche, la recherche que vous souhaiteriez faire n'a pas déjà été faite avant, mais aussi il faut justifier de la pertinence de votre potentielle recherche, de votre projet de recherche. Il faut expliquer en quoi c'est intéressant et sur quelle base scientifique vous comptez la faire.
Donc, je ne vais pas aller dans les détails là non plus, mais effectivement, vous allez aussi apprendre à formuler une bonne question de recherche. Ce n'est pas si simple, on ne peut pas poser comme ça une question de manière assez naïve. Il faut respecter certains critères là aussi. Vous aurez ensuite, là aussi, une capsule vidéo sur le cadre théorique. On va revenir sur les théories, les concepts, les hypothèses, comment bien formuler une bonne hypothèse et ce genre de choses. Ce sera notamment la séance 2, mais vous allez vous exercer au travers des séances plutôt interactives sur Zoom avec vos assistants, enfin avec l'assistant qui est en charge de votre groupe. Il y aura ensuite l'opérationnalisation, c'est-à-dire comment mesurer les variables, comment présenter la manière dont vous allez mesurer la variable que vous souhaitez traiter éventuellement. Ce n'est pas aussi simple que ça, il faut respecter là aussi certaines choses. On reviendra là-dessus en détail tout au long du semestre. Et puis finalement, le dessin de recherche, la méthodologie, c'est en gros expliquer quelle va être votre stratégie de recherche, comment est-ce que vous allez faire dans la réalité. Alors, c'est des étapes qui vont s'arrêter là pour un travail de recherche. Évidemment, dans n'importe quel travail de recherche, on va toujours un peu plus loin, on présente les résultats, on fait une analyse, et puis tiens, on va vérifier, on va collecter les données nous-mêmes, que ce soit sur le terrain, que ce soit des données statistiques, etc. Ça, c'est des choses que vous n'allez pas faire. Nous, on veut vraiment vous apprendre à faire à produire, à rédiger un projet de recherche. Donc, on imagine que vous allez le faire, que vous allez le soumettre éventuellement à un comité scientifique ou autre. Et on va essayer de vous apprendre comment faire, comment respecter ces grandes bases de recherche. Pour une des dernières séances, vous aurez sûrement les conclusions et puis une ouverture sur une certaine diversité des approches en sciences sociales. Il n'y a pas une seule manière de bien faire de la science. Alors, il faut respecter les critères de scientificité, je crois, mais il faut aussi garder en tête que la science, ce n'est pas juste la science naturelle, ce n'est pas juste du quantitatif, ça peut être aussi du qualitatif, ça peut être plein de choses. Tant qu'on respecte les critères et les codes de base, tout va bien, mais il n'y a pas une seule manière de faire de la science. Donc, en ce qui concerne la structure de séminaire, je vous parlais des capsules vidéo et je vous parlais des séances interactives. Les capsules vidéo, elles visent à vous transmettre la matière théorique et méthodologique du séminaire. Ce sera véritablement le contenu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous apprendre, de vous transmettre. Et puis, vous aurez aussi les séances avec les assistants, c'est celles qui se feront sur Zoom. Là, vous allez pouvoir pratiquer un peu plus. Vous allez peut-être faire des exercices, des entretiens par groupe. Ce sera peut-être des séances réservées aux questions pour faire un atelier ou des ateliers, parler de vos travaux écrits qui sont en cours, comment est-ce qu'ils progressent, etc. Ça, ce sera votre assistant ou assistante qui définira de quand ces séances auront lieu. Il faudra être attentif à vos emails et au Moodle du séminaire. La première séance, je le disais, la séance 1, elle aura lieu la semaine prochaine à partir du 1er mars. Ce sera une fois que la répartition des groupes sera faite. Vous allez avoir une introduction, une présentation des séminaires. Vous allez revenir sur les exigences, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop tarder là non plus. Vous allez organiser et programmer les séances, enfin, c'est surtout les assistants qui vont le faire. Et puis, vous allez aborder notamment, on pourrait appeler ça le chapitre 1, les sources scientifiques, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les sources scientifiques, où est-ce que vous pouvez les trouver, comment bien les citer, comment rédiger une bonne bibliographie, et puis un retour sur le plagiat aussi. Ça va être un petit peu votre première base lors de la séance sur Zoom. À partir de là, vous allez faire des séances différentes. Ce ne sera peut-être pas un même planning entre certains groupes parce que ça va dépendre des assistants, mais c'est lui ou elle qui vous communiquera le planning des séances sur Zoom. Nous, on publiera 4 vidéos en tout sur YouTube et sur Moodle durant le mois de mars, en fait. Ça va commencer le 5 mars, ça finira jusqu'à la fin mars. On va publier une vidéo chaque semaine. Et ça, c'est des vidéos que vous devrez regarder. Ça fait partie du contenu du cours. Mais les séances que vous allez faire en parallèle, elles serviront notamment à peut-être poser les questions que vous avez sur les vidéos, etc., etc. Voilà. Ça, les vidéos, c'est vraiment la phase un petit peu contenu pur et dur, matière à apprendre. Alors que les séances interactives sur Zoom, c'est plus pour la pratique. Vous allez pratiquer, vous allez faire des exercices, etc. Donc, comme je disais, il y a 4 grandes étapes qui vont être traitées dans ces vidéos: problématiques et questions de recherche, cadre théorique, opérationnalisation et dessin de recherche. Vous serez prévenu pour la publication de chaque vidéo par email et sur Moodle. Et votre assistant ou votre assistante vous recommandera le meilleur moment pour les visionner parce que, évidemment, alors vous êtes libre de pouvoir les regarder dès le départ. Hein, si fin mars, vous décidez de toutes les voir, vous pouvez le faire. Néanmoins, vous ne pourrez peut-être pas poser des questions sur la dernière séance, sur la dernière capsule vidéo, le dernier chapitre, si votre assistant, par exemple,
on est encore à la séance, au chapitre 2 ou chapitre 3, et dit non, la séance qui va venir, c'est réservé pour discuter de la problématique. Vous ne pouvez pas comme ça demander de discuter du dessin de recherche. Enfin, tout ça, ce sera précisé par vos assistants lors de la de la première séance avec eux. Il n'y a pas de différence de contenu entre les groupes de séminaires, ça je pense que vous l'avez bien compris. Le syllabus du séminaire est présent sur l'espace Moodle du séminaire. Alors pour trouver l'espace Moodle du séminaire, vous allez sur Moodle et vous tapez Introduction à la démarche scientifique 2021, je pense que ça devrait suffire. Il faut vous inscrire sur le Moodle, c'est là qu'il y a les lectures obligatoires, c'est là qu'on va peut-être uploader les vidéos, c'est là que tout se passe. Donc, c'est nécessaire. N'oubliez pas aussi d'être particulièrement attentif à vos emails. Je sais que dans le télétravail ou plutôt l'enseignement à distance, c'est quelque chose d'extrêmement important. S'il y a un changement, s'il y a des choses qu'il faut modifier, s'il faut faire certaines choses, s'il y a des imprévus, il faut être attentif à ces emails. On essaiera de centraliser évidemment les choses sur Moodle, mais parfois, ce n'est pas possible. Donc, veillez à vos emails aussi. Vous trouverez aussi dessus des documents habituels, les syllabus, le syllabus, les listes de répartition, les ressources, etc. Alors, vous aurez 8 assistants. Juste une petite correction à faire. Stéphane Roger, le premier de la liste, il n'est pas au département de sciences politiques et relations internationales. Il est au Global Studies Institute. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. On le modifiera dans le syllabus. Ces 8 assistants sont qualifiés pour vous donner ce séminaire. Donc, il n'y a pas de différence entre nous. Voilà. Pour les travaux écrits, comme je disais, doit porter sur les enjeux contemporains des migrations, doit respecter les étapes cruciales d'un travail de recherche en binôme ou en groupe de 3. Voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails là non plus. La réédition, ce sera selon le planning de l'assistant. Là aussi, vous le saurez lors de la première séance. En ce qui concerne la procédure d'inscription au séminaire, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus dans ce que je raconte, parce qu'une bonne partie sera déjà répétée dans la séance sur Zoom, vous avez 18 groupes qui sont répartis en fonction de votre cursus et de vos préférences. Il y a des plages horaires néanmoins qui seront proposées, qui seront différentes entre les étudiants de sciences de la société et les étudiants du Barry. J'ai mis plus autres à côté de SDS, c'est si jamais il y a des personnes qui sont en programme de passerelle, par exemple, ou sciences de l'information, je crois. C'est des personnes qui ont été classées dans SDS au niveau du cursus, puis au niveau des programmes de cours. Donc, soyez attentifs à ça. Vous n'avez pas forcément les mêmes plages horaires, donc il faudra bien spécifier dans le formulaire qu'on vous fera remplir pour la répartition dans quel cursus vous êtes et ne pas vous tromper surtout. Le lien disponible, parce que ce sera un formulaire dans lequel vous allez préciser le cursus dans lequel vous êtes. Généralement, c'est par faculté, donc SDS ou Barry ou autre. Et à partir de là, vous aurez des propositions d'horaires. Faudra les classer par ordre de préférence. Donc, numéro 1, ce sera votre préférence, on va dire maximum. Et puis, préférence 5, je ne sais plus combien on en a par faculté, ce sera la préférence, préférence minimum, on va dire. Donc, le lien sera disponible sur l'espace Moodle du cours et du séminaire. Il sera activé aujourd'hui à partir de 18h et il sera fermé jeudi à 16h. Une fois que on va dire, la procédure d'inscription sera terminée, on pourra faire la répartition des groupes et on espère qu'elle sera disponible vendredi à 12h. Je dis que c'est indicatif parce que dépendant quoi, ça peut prendre éventuellement un peu plus de temps, mais bon, ce sera disponible en tout cas vendredi pour que vous puissiez commencer votre semaine, la semaine prochaine, en sachant quel est votre horaire de séminaire. Comme je disais, la liste de répartition sera publiée sur Moodle, celui du cours et celui du séminaire. Mais néanmoins, vous pouvez vous retrouver avec votre troisième choix. Il faut que vous soyez attentif à une chose, c'est qu'on se réserve le droit d'effectuer des changements pour pouvoir respecter une forme d'équilibre. Vous êtes censé être disponible aux horaires qu'on propose. Donc, sauf si vous avez une très bonne raison de ne pas vouloir un des horaires, ou en tout cas de ne pas vous retrouver avec votre cinquième choix, par exemple, si vous avez un vrai conflit d'horaire, ça faudra le justifier, ou si vous avez éventuellement des questions professionnelles, là, effectivement, il faudra le justifier là aussi. Si vous avez des réclamations, il faudra m'envoyer ça par email. Mais soyez bien conscient d'une chose, c'est qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et il y a beaucoup d'étudiants, on n'est pas beaucoup d'assistants, donc il faut qu'on puisse équilibrer en fonction aussi de leur charge à eux
Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer un email en me disant je voulais avoir mon groupe premier, je ne l'ai pas eu. Est-ce que je peux changer? Il y a peu de chance. Néanmoins, on va essayer de faire le maximum possible pour respecter vos préférences. Mais il ne faut pas non plus être surpris si vous avez votre troisième, voire éventuellement cinquième choix. C'est ce que j'espère pas, évidemment, mais ça peut arriver. Et c'est comme ça. L'avantage de ce semestre, c'est comme les choses se font à distance, vous n'avez pas besoin de faire 2 heures de train pour venir éventuellement. Et puis, les séances de contenu, elles sont données sur YouTube. Donc, théoriquement, vous pouvez les voir à tout moment. N'oubliez pas de vous inscrire à l'espace Moodle. C'est là qu'on va tout centraliser. Voilà, je crois que j'ai fini pour la présentation. J'espère que je n'ai pas été un peu trop vite, mais je pense que c'est bon. Si jamais vous avez des questions, vous m'envoyez tout par email, thomas.girardet@unigeo.ch et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous rappelle, le formulaire des inscriptions, de la répartition des groupes de séminaires sera disponible aujourd'hui à 18h sur les 2 Moodle. Voilà. Du coup, je passe la parole à Gervais Badet qui va nous donner les détails concernant la formation InfoTrack, formation en ligne organisée par la bibliothèque. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer de partager l'écran. Voilà, et donc je vais prendre comme point de départ le cours, l'espace de cours Moodle du séminaire, à partir duquel vous pourrez rejoindre en fait l'espace de cours qu'on a créé, voilà, qui se trouve un peu plus bas, qu'on a créé ici et qui s'appelle InfoTrack, page Moodle. Donc il y a une page qui est destinée aux étudiants plutôt SDS, et puis une autre page qui est destinée aux étudiants Bari. Donc le contenu est identique, mais choisissez la page de la faculté dans laquelle vous êtes inscrite, parce qu'il y aura une évaluation après de ce cours. Et donc pour qu'on puisse répartir les étudiants dans les bonnes facultés, il faut que vous choisissiez la bonne page. Donc juste pour l'exemple, je vais montrer la page SDS. Donc, et puis, donc, je vais vous présenter cette plateforme InfoTrack. Donc, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? C'est une plateforme d'apprentissage ou d'auto-apprentissage plutôt en ligne ou compétences informationnelles qui a été créée par la bibliothèque. Et puis, je vais vous présenter aussi ce qui vous sera demandé dans le cadre du séminaire SDS. Donc, InfoTrack, en fait, ça vous permet d'acquérir des compétences informationnelles qui sont essentielles pour mener à bien vos travaux académiques, notamment les travaux que vous aurez à faire dans le cadre du séminaire et du cours, mais aussi tout au long de votre parcours académique et même peut-être plus tard également dans votre vie professionnelle. Donc, ces compétences, on les a résumées ici, c'est savoir préparer correctement une recherche documentaire, savoir identifier les ressources disponibles qui sont pertinentes pour un besoin de recherche d'informations spécifiques, c'est savoir mener correctement aussi vos revues de littérature, c'est savoir préparer des stratégies de recherche un peu élaborées pour trouver la documentation et puis la littérature adéquate. C'est aussi accéder correctement à l'information, aussi bien celle qui est disponible à l'UNI, mais peut-être aussi à d'autres sources d'information. C'est aussi évaluer la qualité et la pertinence de l'information, etc. Et toutes ces compétences, elles seront revues aussi avec vous et mises en pratique justement avec vos assistants dans le cadre de ce séminaire. Je ne m'étends pas plus longtemps sur ces compétences à acquérir, mais donc vous pourrez les acquérir en parcourant cette plateforme en ligne qui s'appelle InfoTrack. Donc vous avez l'adresse directe ici, mais on vous l'a mise aussi sur cette page Moodle. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de suivre l'ensemble des capsules qui se trouvent sur cette plateforme. Donc, il y a 24 capsules dans cette plateforme. Donc, ce n'est pas les mêmes capsules vidéo dont Thomas vous a parlé tout à l'heure. C'est d'autres capsules vidéo. Donc, ces capsules sont réparties ici en 5 thématiques. Et si je prends par exemple une de ces capsules, celle-ci, vous voyez qu'il y a une vidéo qui est proposée. Il y a un quiz aussi qui est proposé avec des questions avec lesquelles vous pourrez vous exercer. Donc là, par exemple, si je réponds à ces 2 questions, à cette question-là comme ça, voilà,
Quand j'ai répondu juste, j'ai l'explication de pourquoi j'ai répondu juste, pourquoi le choix de réponse était faux, et puis je peux retester les autres questions pour revalider les questions. Ça, c'est juste pour vous exercer. Donc, hein. Et puis, ce que vous trouverez aussi encore dans ces capsules, c'est ici dans la rubrique à retenir, où vous avez 2-3 informations essentielles, et puis une rubrique pour aller plus loin. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de parcourir toutes ces capsules vidéo. Pour réussir l'examen qui vous sera demandé à la fin, il ne vous suffit pas de consulter uniquement la rubrique à retenir. Vous êtes vraiment obligé de visionner les vidéos parce qu'il se trouve des informations qui sont uniquement dans la vidéo. Donc, ces vidéos, elles durent à peu près 3 minutes. Et donc, le parcours d'une de ces capsules est estimé environ à 10 minutes. Donc, il vous faudra à peu près 4 heures de cours pour parcourir l'ensemble de la plateforme. Ce que je dois vous dire encore, c'est que, donc je vous ai dit qu'il y avait 24 capsules, mais en fait, il n'y en a que 22 parce qu'il y a ces 2 capsules-là dans cette rubrique « Comment trouver » qui sont en cours de révision parce qu'on a changé de système. Et donc, ces 2 capsules-là, vous n'avez pas besoin de les visionner. D'ailleurs, il y a pas, les vidéos ont été retirées, donc elles ne feront pas partie du champ de l'examen. Donc, 22 capsules en tout. Voilà, ce que je dois vous dire encore. Donc, voilà, j'arrive à l'évaluation. Je vais revenir sur la page Moodle. Donc, tout au bas de la page, de cette page Moodle, vous trouverez les informations qui concernent l'évaluation. Donc, vous pourrez parcourir cette plateforme entre aujourd'hui et le 19 mars, au moment où vous le voulez, au rythme où vous le voulez. Donc, bien visionner les vidéos et vous exercer avec les quiz. Et ensuite, avant le 19 mars, minuit, dernier délai, vous pourrez réaliser le QCM qui contient 20 questions de différents types. Donc, il y a des questions vrai-faux, du choix multiple et puis des questions à relier aux réponses. Vous avez droit à une seule tentative et puis vous avez un total de 30 minutes pour répondre à ces questions. Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions, vous avez la possibilité de relire aussi, de corriger si vous voulez. Et à la fin de votre travail, donc pensez bien à cliquer sur tout envoyer et il faut cliquer une deuxième fois sur confirmer l'envoi. Voilà. Et puis donc le résultat vous sera envoyé par vos assistants avec une appréciation. Donc ce sera acquis ou non acquis. Et puis ce sera transmis par mail entre le 22 et le 26 mars, donc à la fin du séminaire. Ce que je voulais vous dire encore par rapport à notre changement de système à la bibliothèque, donc on a préparé, vu qu'on, donc vous savez sans doute que donc on a rejoint un nouveau réseau qui s'appelle SLSP et qu'on a un nouveau système de recherche bibliographique qui s'appelle Swisscovery. Et donc ça date du mois dernier. Donc les vidéos qui étaient disponibles sur Infotrack et qui présentaient cet outil ne sont pas disponibles. Je vous les ai montrées tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de les refaire. Néanmoins, on a fait une petite vidéo plus courte avec une démonstration de l'outil que je vous recommande de visionner aussi. Ça vous permettra d'être un peu plus efficace dans vos recherches dans le cadre de la revue de littérature que vous devez faire pour ce séminaire. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, même si elle ne fera pas partie du champ de l'évaluation. Voilà. Et puis, si vous avez des questions sur Infotrack ou sur les QCM, n'hésitez pas à nous contacter, donc Anne Moinoko, qui est ma collègue, ou moi-même, ou à poser vos questions sur le forum de Moodle. Voilà, et bonne chance et merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette double présentation. Il est probable qu'on vous ait dit beaucoup trop de choses par rapport à ce que vous étiez en mesure de mémoriser. Là maintenant, donc, tout ce qui vous a été dit figure sur la page Moodle du séminaire. Donc, reportez-vous-y. La formation Infotrack, quelque part, fait partie du séminaire. Hein.
Donc, ce n'est pas parce qu'elle fait l'objet d'une évaluation à partir de la deuxième moitié de mars que le séminaire s'arrête à ce moment-là. Je suis en train de lire un peu les éléments de conversation que vous avez pu ajouter les uns et les autres. Non, le séminaire se déroule sur l'entier du semestre et la formation InfoTrack se fait en parallèle des premières séances du séminaire. Vous avez le temps, encore une fois, de prendre vos marques, quelques jours au moins. Peut-être que la première urgence sera de vous déclarer pour les groupes de séminaires et enregistrer le créneau hebdomadaire qui sera le vôtre à partir de la semaine prochaine. Thomas Girardet vous a donné l'essentiel des informations, mais encore une fois, vous trouvez l'équivalent sur la page Moodle et je vous invite à le faire juste à la fin de ce cours. Très bien. Alors, je vous propose de revenir maintenant à l'introduction du cours, ou plus exactement à la première séance, qui va me permettre de poser quelques bases à partir desquelles on va pouvoir réfléchir tous ensemble durant le semestre. Voilà, cette toute première séance, qui est un peu une séance introductive, j'ai proposé de l'appeler science, épistémologie, méthodologie, pour essayer de mettre des choses un peu concrètes derrière chacun de ces termes qu'on va beaucoup utiliser ensemble dans les 3 semaines qui viennent, dans le semestre qui vient. Il faut que je jongle avec les 2 écrans pour que ça soit bien enregistré comme il faut sur Media Server. Voilà. Et j'ai pris le parti de ne parler que des sciences dures ici, ou des sciences de la nature, non pas parce qu'elles seraient plus importantes ou supérieures aux sciences sociales, simplement parce que dans l'histoire des sciences, ce sont elles qui se sont installées en premier et qui ont volontiers servi de modèle, y compris pour les sciences sociales dans un premier temps de leur existence, avant que les sciences sociales s'en démarquent peut-être de façon plus radicale, on verra ça plus tard ensemble. Mais donc, pour introduire ces notions, j'ai pris des exemples dans les sciences de la nature et en particulier dans l'astronomie, qui est à la fois une science avec laquelle on est tous un tout petit peu familiers d'une façon ou d'une autre, mais qui constitue un peu un archétype de la façon de faire de la science. Et j'espère que ça vous aidera à assimiler un peu ces notions que je vais introduire. À commencer peut-être par la notion de science elle-même. Plutôt que de définir la science en soi, ce qui ne conduit pas à grand-chose d'intéressant, me semble-t-il, mieux vaut essayer de circonscrire ce qu'on peut appeler le projet scientifique, puis plus tard les méthodes scientifiques, c'est-à-dire d'essayer de circonscrire une façon de faire, une façon de poser des diagnostics, une façon de décrire une situation, une façon de l'expliquer, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment la science est un discours parmi d'autres discours, mais qu'elle a ses règles, elle a ses normes, elle a ses codes, et c'est ces normes et ces codes avec lesquels on voudrait vous familiariser durant les premières séances. On pourrait dire que, même s'il y a beaucoup de façons de le faire, que l'ambition de la science, c'est de décrire d'une façon qui se veut objective, je vais vous dire dans un instant pourquoi je mets des guillemets au terme d'objectif, les choses, les êtres et les processus dont le monde est fait, que ce soit le monde terrestre, que ce soit le monde interstellaire, quel que soit la portée, si vous voulez, sur laquelle porte l'ambition de la science. Il s'agit très souvent, principalement, d'identifier des choses, des êtres et des processus qu'on estime être objectifs. Objectifs, c'est-à-dire a priori indépendants de la simple façon qu'on a de les imaginer, indépendants de la façon d'être de la personne qui va les objectiver. Mais le terme d'objectif, il est intéressant à avoir à l'esprit parce qu'il a une étymologie que je vous ai mise ici, objectare, qui veut dire mettre devant soi, c'est-à-dire se mettre à distance de la chose que l'on... Je suis navré, je crois qu'il y a des... c'est pas le bon partage d'écran, c'est pas les bonnes slides qui passent sur le partage d'écran. Navré. Ok, là tu vois pas l'ambition de la science, c'est ça? Non, là j'ai voilà, autre chose. Ok. Est-ce que ça va mieux ça? Oui, c'est tout bon. D'accord. Donc je reprends, décrire l'ambition de la science. Je vous propose de la circonscrire de cette façon-ci, d'écrire d'une façon qui se veut objective les choses, les êtres et les processus dont le monde est fait. Objectif au sens étymologique, mettre devant soi, c'est-à-dire se mettre en tant que sujet, en tant qu'être humain, à distance de ce que l'on cherche à analyser ou à décrire, c'est-à-dire donc poser ces choses, ces êtres et ces processus comme des objets. C'est une façon classique, historique, de définir l'ambition de la science. On verra ce que ça veut dire, ce que ça peut raisonnablement dire quand les êtres en question ou les choses sont des éléments qui composent le monde social. Ce sera la particularité qu'on verra un peu plus tard
dans notre enseignement. Décrire des êtres, des choses et des processus, ça présuppose ce qu'on appelle volontiers une ontologie. Alors on reviendra souvent sur ce terme, qui est un terme un peu compliqué, qui relève de la philosophie, même de la métaphysique dans pas mal de cas. On va laisser les exceptions purement métaphysiques de côté. Et j'aimerais vous familiariser avec le fait que l'ontologie, c'est une façon d'expliciter la façon dont le monde est fait, ou la façon qu'on a de considérer que le monde est fait. C'est répondre tout bêtement à la question qui apparaît ici à l'écran, de quoi le monde est-il fait? Ou de façon un peu plus compliquée déjà, comment ce qui est est. Il n'y a pas une erreur dans la répétition du verbe être. Ce qui est, ce qui existe, comment est-ce qu'il existe? Quel est son mode d'existence, comme on dit parfois? Donc ça suppose que les choses, les êtres et les processus qu'on cherche à décrire d'une façon scientifique renvoient à une façon de penser la constellation des choses, la constellation des êtres, ou l'ensemble des processus qui les font interagir les uns avec les autres. Ça suppose donc d'avoir une sorte de conception générale du monde à partir de laquelle on va explorer la nature des choses, la nature des êtres ou la nature des processus eux-mêmes. J'aime beaucoup personnellement cette définition, ce n'est pas vraiment une définition, mais cette formulation de deux philosophes, Pierre Libet et Roger Augien, qui d'ailleurs écrivent plutôt à destination des sciences sociales, mais peu importe ici, et qui disent des choses de façon claire. Se poser des questions d'ontologie, c'est simplement, disent-ils, se demander quel est le type d'entité, les choses, les êtres et les processus, le type d'entité que l'on convoque lorsque l'on parle de quelque chose, que l'on décrit un phénomène et qu'on l'explique. Mais aussi quelles sont les opérations qui sont possibles sur ces entités, quelles transformations permettent de passer de l'une à l'autre. C'est extrêmement abstrait comme formulation, mais ça vous montre bien qu'avant n'importe quel projet scientifique, quel qu'il soit, ça suppose une sorte de prévision, de vision préalable de la façon dont le monde qu'on étudie, que ce soit le monde social ou le monde de l'univers, est constitué. À partir de quel type de choses, de quel type d'être ou de quel type de processus. Donc c'est, si vous voulez, l'approche de base de ce qu'on pourrait appeler une ontologie, et vous allez voir que ça conditionne énormément de choses que l'on peut faire après quand on est amené, comme vous serez amené à le faire dans votre séminaire, en matière de projet de recherche. Pour vous expliquer plus précisément ou illustrer, commencer à illustrer un peu une entrée par l'ontologie, comme je suis en train de le faire ici, on considère souvent dans l'histoire des sciences que la science telle qu'elle a été réinventée après ses origines grecques et réinventée en Europe au début de l'époque moderne, donc au XVIe ou XVIIe siècle, a reposé sur une ontologie particulière, qu'on appelle l'ontologie moderne, ou l'ontologie des modernes, pour identifier les philosophes et les savants qui l'ont un peu stabilisée. Je parlerai de quelques-uns tout à l'heure. Et une des grandes caractéristiques de l'ontologie moderne, c'est d'avoir installé un hiatus extrêmement fort entre la nature d'un côté et la culture de l'autre, ou entre l'âme d'un côté, ou l'esprit pour certains, et le corps de l'autre. J'ai mis entre parenthèses ici le nom de Descartes, qui est un de ces philosophes du XVIIe siècle qui a le plus contribué à l'installation de cette vision du monde, cette partition entre les phénomènes, entre les choses et les êtres, la nature d'un côté, c'est-à-dire les choses inanimées et les êtres animaux, ou bien les virus, par exemple. Et ce qui est de l'ordre de la culture et des sociétés, il a instauré un grand partage, comme on dit parfois, entre ces deux types de phénomènes, ces deux types de choses. Tout comme il a installé à l'échelle de l'être humain un distinguo fondamental entre ce qui est immatériel, de l'ordre de l'âme et de l'esprit, et ce qui est matériel, de l'ordre du corps. Donc ça, c'est une ontologie. Ça répond, si vous voulez, à l'explicitation qui était donnée par les deux philosophes que j'ai cités tout à l'heure, d'installer des entités, l'entité nature, l'entité culture, l'entité âme, l'entité corps, donc un ensemble d'entités qu'on estime dissociées et dont on va, le cas échéant, étudier les rapports ou les interactions. Si on a inventé cette forme d'ontologie très particulière au moment précisément où la science moderne s'installe, XVIIe siècle, en Europe, c'est bien parce qu'elle a été constitutive dans l'histoire des sciences. Et c'est ça aussi qui justifie, ou qui explique en tout cas, qu'on ait pu régulièrement par la suite, siècle après siècle, distinguer les sciences de la nature et les sciences de la culture, comme on les a appelées parfois, avant de les appeler des sciences sociales. Mais ça suppose aussi que, bien sûr, on puisse tout à fait vivre avec d'autres ontologies.
les ontologies prémodernes de l'Occident médiéval, par exemple, ou des ontologies qui ne sont pas celles de la modernité occidentale, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard, qui vont être celles de populations différentes qui n'ont pas été nourries de cette grande rupture historique qu'a constituée l'invention de la science moderne et de l'ontologie moderne. Toujours dans un souci d'explicitation, je prends l'exemple de l'astronomie que je vous ai annoncé tout à l'heure. Les chercheurs, philosophes, savants, qui depuis l'Antiquité grecque, comme Ptolémée, jusqu'à ce tournant de la science, cette invention de la science moderne, fin du XVIe pour Copernic et les gens qui l'ont suivi, se sont intéressés, pour beaucoup d'entre eux, aux mêmes choses. Comment est constitué l'univers? De quoi est constitué l'univers? Quelles sont les entités constitutives de l'univers? Et Ptolémée et Copernic se sont globalement mis d'accord pour identifier ce qui se voyait dans l'espace, dans la nuit notamment, bien sûr la Terre, mais aussi le Soleil, mais aussi la Lune, mais aussi les planètes les plus proches du système solaire. On n'avait pas encore découvert les planètes les plus lointaines. Ptolémée, donc philosophe savant grec du IIe siècle après Jésus-Christ, qui vivait à Alexandrie, a construit, a proposé une vision du monde qui mettait la Terre au centre de l'univers. Et gravitait dans sa conception autour de la Terre le Soleil, la Lune et les planètes visibles à l'œil nu, Mars, Vénus, Mercure, qu'on peut voir par les nuits de beau temps. Ce qu'on a appelé la révolution copernicienne, c'est-à-dire l'invention majeure qu'a proposée ce philosophe et savant polonais au début du XVIe siècle, confirmée par la suite par d'autres, comme Galilée, peut-être plus célèbre encore que Copernic, était de dire non, la proposition ontologique de Ptolémée, qui consiste à placer la Terre au centre de l'univers, est inadéquate. Mes mesures mathématiques ont prouvé que ça n'était pas juste. Ce qui est au centre de l'univers pour Copernic, c'est le Soleil, avec la Terre qui va tourner autour du Soleil, avec la Lune qui va tourner autour de la Terre et avec les autres planètes qui vont tourner comme la Terre autour du Soleil. Bon ben voilà ce qui fait l'unité de l'ontologie de l'astronomie, de quelle chose est composée, il n'y a pas d'être là en l'occurrence, sauf à penser aux extraterrestres, mais ce n'était pas le travail de Ptolémée et de Copernic. Voilà les choses qui constituent l'univers de leur point de vue, avec les connaissances de leur temps, c'est-à-dire un petit nombre d'entités qui sont distinguées, identifiées clairement, mais avec une façon de penser leur rapport et leur relation qui est différente compte tenu des mesures qu'ont pu faire l'un et l'autre, qui n'étaient évidemment pas convergentes. Donc voilà le point de départ de ce que je vous propose pour introduire ces notions, une ontologie. La science a, ou les sciences ont, des ontologies de référence, et puis l'histoire des sciences a pu faire que la conception ontologique de l'univers, ici par exemple, a pu évoluer avec le temps au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et des mesures qu'on a pu faire sur les objets qu'on étudiait. Ce qui est important à avoir à l'esprit pour caractériser la science, en général, est posé un peu plus tard dans le cours la spécificité et la question de la spécificité des sciences sociales, c'est que les objets, les êtres et les processus qui constituent le monde, avec les ontologies qui sont les nôtres, ne sont pas nécessairement ceux qui apparaissent au sens, pas nécessairement ceux que nous percevons en tant qu'individus, en tant que sujets percevants, en tant que sujets qui ont la faculté de percevoir les choses. Par exemple, Copernic a beau nous dire que le Soleil est au centre de l'univers, ce qui au passage n'est pas juste, hein, vous le savez, puisqu'on a repositionné le Soleil dans l'univers de façon tout à fait différente par la suite, mais peu importe. Si on considère comme Copernic que le Soleil est au centre de l'univers, ça va à l'encontre de l'expérience quotidienne qui est la nôtre, où on a tous le sentiment que c'est plutôt le Soleil qui tourne autour de la Terre, parce qu'on voit le Soleil se lever, on le voit au zénith, et on le voit se coucher. Donc notre expérience quotidienne, notre expérience sensible, nous fait penser que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. La science de Copernic est en mesure de dire le contraire, et on sait que c'est elle qui a raison, et que nous sommes trompés par nos sens, ou que plus exactement, nous sommes exposés d'une façon très particulière en tant que spectateurs aux phénomènes de l'univers, et on leur donne une lecture sensiblement différente de celle que les scientifiques vont pouvoir proposer. Donc une des grandes caractéristiques de la science en général, et là aussi on verra si ça parle aux sciences sociales et de quelle façon, une des grandes caractéristiques de la science, c'est de se déprendre de l'usage exclusif des sens, mais de recourir plutôt, non pas au sens, mais à la raison, à la mesure, d'identifier les objets, les êtres et les processus qui en résultent, et de conclure que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil,
mais aussi que l'univers peut être composé d'entités complètement inaccessibles au sens. Les exoplanètes qu'on ne peut pas voir et dont on peut déduire simplement l'existence par des mesures diverses et variées, mais quasiment dans l'invisible, si vous voulez, ou des choses microscopiques, infimes, comme le boson de Higgs. Et je prends ces deux exemples-là parce que vous savez peut-être que pour les exoplanètes, c'est leur découverte, la découverte de la première exoplanète qui a été à l'origine de l'attribution du prix Nobel à deux chercheurs genevois en 2020, que vous voyez ici. Et le boson de Higgs a été identifié pour la première fois, même s'il était postulé par des théories diverses et variées, identifié pour la première fois au CERN, ici à Genève aussi. Donc la science a cette particularité, par rapport à d'autres types de savoirs, que de chercher à tout prix à se déprendre de l'usage exclusif des sens, de trouver ces formes de justification dans autre chose que les sens eux-mêmes, principalement la raison, avec le risque permanent d'être sur des explications et des interprétations qui ne parlent pas directement au commun des mortels, qui lui, bien sûr, comme vous, comme moi, a davantage tendance à se fier à ce qu'il voit, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il ressent d'une façon ou d'une autre. Alors, j'aurai l'occasion de faire quelques petits détours par des travaux d'artistes qui se sont, j'allais dire, beaucoup amusés. Ce n'était pas forcément une forme d'amusement, mais c'est une forme de réflexion artistique sur ce que je suis en train de vous dire, à commencer ici par Escher, qui est ce dessinateur allemand, je crois, de la première moitié du XXe siècle, qui s'est beaucoup amusé, ou en tout cas qui a passé du temps et qui a composé avec cette idée que les sens nous trompent, nos sens peuvent nous tromper. Et ce type de représentation graphique, si vous vous amusez à prendre le temps vous-même de cheminer à la façon du personnage que vous avez en bas de l'image et qui va gravir les escaliers un peu bizarroïdes qui l'environnent, peut vous donner à comprendre que même si la représentation d'ensemble peut paraître absurde, elle peut correspondre à des cheminements qui ont leur logique et donc interpeller celui qui va examiner cette gravure sur le mode puis-je faire confiance à mes sens ou dois-je faire confiance à autre chose que mes sens, c'est-à-dire principalement ma capacité à raisonner. Dans le même ordre d'idées, et là je commence à m'approcher un peu des questions qui sont un peu plus propres aux sciences sociales et qui posent la question de la spécificité de la démarche scientifique. Vous avez des philosophes ici comme Alfred Schutz qui identifient très particulièrement cette façon que les individus que nous sommes tous, avant de composer avec le monde, de composer avec les objets tels qu'ils lui apparaissent d'une façon ou d'une autre. Et Alfred Schutz rappelle que dans notre vie de tous les jours, vous comme moi, comme nous tous, nous adoptons, comme il le dit, une attitude naturelle, c'est-à-dire une attitude qui veut qu'on ne doute pas que les objets qui composent notre monde soient ce qu'ils apparaissent. On fait confiance aux objets qui nous environnent, on fait confiance à une chaise pour s'asseoir dessus, on fait confiance à une automobile quand on monte dedans en espérant qu'elle va démarrer. Bref, toute une série de choses de notre environnement quotidien sont naturalisées quelque part dans notre façon d'être au monde les uns et les autres. Et c'est ce qui va caractériser une attitude qui ne serait pas scientifique, mais qui serait naturelle. Nous avons tendance à construire notre expérience du monde, notre expérience de la vie, sur la base de cette confiance que nous avons dans les objets qui composent notre ontologie, mais qui n'est pas nécessairement, bien sûr, l'ontologie scientifique. Edmund Husserl, un autre philosophe du début du XXe siècle, dit que justement la science, elle a pour objet principal de poser la question de l'existence du monde réel, de se démarquer de cette attitude naturelle. Il n'y a pas de science qui ne pose l'existence du monde réel dont elle est science. C'est-à-dire qu'elle doit toujours interpeller d'une façon ou d'une autre la réalité du monde et la réalité des objets qui composent le monde, notamment ceux de l'attitude naturelle. Donc gardez un peu à l'esprit cette idée que la science va toujours a priori se mettre en porte-à-faux de nos représentations ordinaires, de notre façon banale, ordinaire, encore une fois, de vivre avec un monde d'objets ou un monde d'êtres qui nous environne, qu'elle questionne toujours la réalité des choses qui constituent notre environnement, tel qu'on peut le percevoir, et qu'elle a cette caractéristique justement de objectiver, donc de mettre à distance, de jeter devant soi des choses qui pourraient nous sembler évidentes dans notre expérience quotidienne. Au passage, l'un comme l'autre, Husserl et Schutz, sont des philosophes qui relèvent d'une façon de penser la philosophie qu'on appelle la phénoménologie,
qui est une branche, si vous voulez, de la philosophie qui est née au début du XXe siècle, sous la plume d'ailleurs de Husserl lui-même, et qui, au contraire, invite la philosophie à faire autre chose que de la science, c'est-à-dire à s'intéresser précisément à cette attitude naturelle, à la façon que nous tous, les uns et les autres, avons d'être au monde, comme ils le disent parfois, et donc de composer avec les objets qui nous environnent et que nous ne questionnons pas la plupart du temps, que nous naturalisons. Donc, ceci pour bien essayer de vous sensibiliser au fait que la science est un type de discours très particulier qui résulte d'une posture très particulière et qui parfois peut être aux antipodes de notre façon d'être au quotidien avec les objets, les êtres et les processus qui nous entourent. Plus précisément, j'aimerais vous expliquer un peu ce qu'on appelle le réalisme et la façon qu'on a dans certaines sciences. Et là aussi, justement, ça posera un peu plus tard dans le cours la question de savoir si les sciences sociales sont semblables ou pas aux sciences de la nature. Le réalisme, c'est depuis l'Antiquité grecque, depuis Platon et Aristote en particulier, l'idée que le monde tel qu'il est en lui-même, indépendamment de l'esprit, serait la mesure de la connaissance. Autrement dit, il y aurait quelque chose qui précède la connaissance, qui précède la science, qui précède l'attitude naturelle, qui précède toute chose qui relève de notre activité intellectuelle, et que ce monde doit servir de référence à la connaissance. Il y a un monde qui préexiste à nos représentations, à nos discours, à tout ce que nous pensons, et que toutes les formes de connaissance cherchent à établir une sorte de vérité de ce monde, de correspondance entre le monde et la connaissance elle-même. Autrement dit, le réalisme, autre formulation qui équivaut à peu près à la même chose, serait ou est parfois défini comme étant une doctrine qui admet que certaines choses existent indépendamment de la pensée, puisqu'elles préexistent à la pensée, elles préexistent à la connaissance. Dans cette perspective dite réaliste, ce qu'on appelle la vérité, c'est l'adéquation de nos connaissances à ce monde qui préexiste à la connaissance, l'adéquation de l'esprit au monde. La vérité scientifique, au moins pour les sciences dures, on verra ce qu'il en est pour les sciences sociales et les sciences humaines de façon plus générale un peu plus tard, mais au moins pour les sciences dures ou les sciences de la nature, c'est la capacité à établir la preuve que nos connaissances sont en adéquation avec ce dont le monde est fait. Le monde des faits, enfin le monde des faits, le monde des objets, le monde des choses dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une façon très particulière de penser la vérité qui relève de ce qu'on appelle le réalisme. Cette façon de poser les briques de cette réflexion qui sont un peu constitutives de l'invention de la science moderne au XVIe siècle et au XVIIe siècle, c'est ce qui a conduit à circonscrire un type de connaissance ou un type de questionnement qu'on appelle l'épistémologie. C'est-à-dire, étymologiquement, l'étude, le discours, logos, relatif à la connaissance, épistémé. L'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion, c'est une branche de la philosophie, mais qu'on appréhende aussi beaucoup dans les sciences de façon générale, qu'elles soient sciences de la nature ou qu'elles soient sciences sociales, c'est-à-dire une curiosité qui permet de clarifier, par une étude particulière, par un travail particulier, la façon que la connaissance a de se constituer et d'être considérée comme étant valide. Donc tout ce qui va faire écho dans nos séances à venir à ce questionnement épistémologique renvoie à cette famille de questions que l'on se pose sur qu'est-ce qui fait que la science est science, qu'est-ce qui fait que quelque chose ou un énoncé peut être considéré comme étant vrai sur ce dont on parle. Donc c'est une sorte de réflexion, encore une fois un peu méta par rapport à la pratique scientifique ordinaire, celle qui garantit une clarification de ce qu'on est en train de faire quand on développe ou quand on déploie un projet de recherche ou quand on met en œuvre une méthodologie scientifique. À cette façon de voir ce réalisme, qui trouve ses racines, vous l'avez compris, dans l'Antiquité grecque, et qui irrigue l'essentiel de la pensée scientifique encore aujourd'hui, vous avez d'autres façons de voir les choses qui leur ont été opposées à partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, et qui ont tendance à relativiser cette croyance dans le réalisme. Vous avez ici une très courte citation que j'ai retenue parce que je crois qu'elle est relativement simple à comprendre, qu'on doit à un philosophe américain, Hilary Putnam, qui qualifie le réalisme dominant dans le monde scientifique de réalisme naïf ou métaphysique, selon ses écrits. Il parle de réalisme naïf ou de réalisme métaphysique, qu'il définit de la façon suivante.
le point de vue selon lequel le monde est constitué d'un ensemble d'objets indépendants de l'esprit, c'est la définition même du réalisme que j'ai donnée tout à l'heure. Il n'existerait, selon son point de vue naïf ou métaphysique, il n'existerait qu'une seule description vraie de comment est fait le monde. La vérité serait une sorte de correspondance entre des mots et des symboles de pensée et des choses ou des ensembles de choses extérieures. Donc toujours cette idée réaliste qu'il y a une correspondance entre les choses qui composent le monde, qui composent notre ontologie scientifique et les représentations verbales, mathématiques, figuratives qu'on est capable d'en donner, et qui supposerait qu'il y aurait une seule et même façon de questionner scientifiquement ce monde de choses, d'êtres et de processus par rapport à l'établissement d'un discours scientifique. Autrement dit, dans cette vision de réalisme naïf ou métaphysique, les objets relèveraient de catégories naturelles qui existeraient dans l'ordre de la nature, par exemple, et qu'il conviendrait simplement de reconnaître dans l'observation du réel. De distinguer la famille des étoiles et des planètes, par exemple, et de considérer qu'il y a naturellement deux familles d'objets différentes, les étoiles et les planètes, et de considérer que la science ne consiste qu'à identifier les composantes de ces familles, reconnaître, représenter par l'image, par le texte ou par la mesure ces différentes entités pour essayer d'être au plus proche de ce monde qu'on cherche à expliquer. À cette façon de voir, vous en avez une autre qui trouve ses origines dans l'histoire des sciences de la nature, mais qui, vous le verrez à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante, a pris une ampleur particulièrement importante dans les sciences sociales, qui consiste à être critique à l'égard de ce genre d'énoncé, et qui part de l'idée que le réel, que peu de personnes mettent en doute, que le réel qui préexisterait à toute forme de connaissance, à toute forme de représentation, à toute forme d'énoncé, qui est forcément incarné dans des sujets humains comme vous et moi, ce réel est inaccessible de toute manière. On ne pourra jamais savoir exactement de quoi est composé le réel. Et du coup, la démarche scientifique, ça consiste à poser un ensemble de catégories, à poser un ensemble de faits dont on pense qu'ils reflètent pas mal ce réel initial, mais dont on n'aura jamais la garantie qu'il le fait vraiment. On est toujours quelque part dans une sorte d'hypothèse qu'on cherche à affiner, qu'on cherche à préciser, avec toujours le risque, bien sûr, de se tromper ou de retenir des catégories d'objets ou des choses diverses et variées qui s'avéreraient impertinentes un peu plus tard dans le temps, au fur et à mesure du progrès des connaissances. Je vais prendre ici quelques exemples, notamment Buffon. Buffon, qui est un des grands naturalistes du milieu du XVIIIe siècle, qui a écrit des ouvrages absolument considérables d'histoire naturelle, comme on l'appelle volontiers, qui cherche à identifier justement le plus systématiquement possible l'ensemble des êtres qui composent ou qui peuplent la surface de la Terre. Il s'est relativement peu intéressé aux humains, mais principalement aux animaux, et qui dit, tout en faisant cette opération de classement et d'identification, il dit que, in fine, les genres, les ordres, les classes, ce qu'on appelle les familles, les espèces, etc., notre façon de ranger les animaux eux-mêmes, n'existe que dans notre imagination. Ce n'est pas dans le réel. Personne n'a voulu, sauf à croire dans un Dieu créateur, bien sûr, mais personne n'a voulu a priori que l'ensemble des êtres animés soit a priori classés de telle ou telle façon, en espèces, en genre, en ordre ou en classe. Donc cette façon d'organiser le monde vivant, comme l'a fait Buffon, est une opération de la connaissance elle-même, qui ne cherche pas à trouver une équivalence avec un réel qui, de toute manière, est inaccessible, auquel on ne pourra jamais demander de prouver quelque part que la connaissance qu'on établit sur lui est juste. Deux philosophes ensuite, Coulet et Bachelard, qui disent des choses extrêmement intéressantes aussi à leur façon, avec des phrases que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très lapidaires et je crois très simples. L'objet n'est pas objectif en soi. Il est objectivé. Toute chose qu'on considère comme étant un objet, que ce soit un objet banal ou un objet complexe, comme l'univers ou comme une constellation, par exemple, n'a pas d'objectivité en soi. Il est objectivé par la connaissance. C'est la connaissance qui produit les objets. Donc les objets ne sont pas dans le réel en tant que tels. C'est le travail de production de la connaissance qui va établir un système d'objets, ce que j'appelais tout à l'heure une ontologie. Ou Bachelard, qui le dit de façon encore plus percutante, l'objet nous désigne plus que nous le désignons. Ça veut dire que l'objet, c'est-à-dire cette idée qu'on met quelque chose devant soi, objectare, quelque chose qu'on met devant soi pour justement le
percevoir, le mesurer, l'analyser de la façon la plus objective possible, en fait, il est plus le résultat de notre façon de penser, de faire. Autrement dit, il nous désigne bien plus que nous le désignons lui-même en tant qu'objet dès le départ. Donc vous voyez que ces auteurs-là sont en train d'introduire de façon extrêmement variée, en l'occurrence entre Buffon et Bachelard, il n'y a pas grand-chose de commun, mais ils sont là pour vous sensibiliser, ou plus exactement, je les mentionne, pour vous sensibiliser au fait qu'il ne faut pas être trop naïf a priori sur l'ambition, la portée ou la méthode de travail de la science, notamment les sciences de la nature, qui pourrait postuler une sorte d'ordre préexistant de la nature qu'il s'agirait de dévoiler, comme on disait au XIXe siècle, ou de représenter aujourd'hui, mais que la science, c'est d'abord et avant tout la construction d'un système d'objets, la construction d'une ontologie à la façon de Descartes que j'ai cité tout à l'heure. Donc, dans cette façon un peu alternative de procéder, et qui, vous allez le voir, nous sera extrêmement utile quand on parlera des sciences sociales, parce que pour elles, c'est un enjeu encore plus important peut-être que pour les sciences de la nature, la réalité du scientifique, par rapport au réel, qui serait la chose qui préexiste à toute forme de connaissance, la réalité du scientifique, qui s'oppose un peu au réel lui-même, la réalité du scientifique, ce serait un ensemble d'entités, de faits, relatifs à ce réel supposé, certes, mais qui permet de rendre compte des états divers du monde et de sa transformation. Donc la science construit des réalités. Elle construit des représentations qui se veulent au plus proche possible de ce réel, mais sans jamais avoir la moindre garantie qu'elles coïncident, le réel d'un côté et la réalité de l'autre. À nouveau, un artiste qui s'est questionné sur ce genre de choses. Magritte, René Magritte, donc ce peintre belge de la première moitié du XXe siècle, a consacré une bonne partie de ses œuvres à des questions du type de celles que je viens d'évoquer avec vous, et sur un mode bien sûr beaucoup plus graphique et beaucoup plus accessible, à condition de se poser les mêmes questions que lui. En quoi est-ce que ce tableau sur un chevalet, qui est un tableau de paysage, est distinct de ce qu'il représente, c'est-à-dire le paysage qui est de l'autre côté de la fenêtre? Il cherche à montrer à quel point la peinture est capable de reproduire ou de mimer de façon extrêmement précise, fidèle, le paysage qui lui sert de modèle, mais c'est évidemment tout autre chose. C'est une représentation qui tend à être la plus fidèle possible au modèle qu'elle représente. Donc c'est quelque part une métaphore du projet scientifique, qui est aussi un projet artistique. La peinture réaliste ou la peinture hyper réaliste des années 60 ou des années 70 cherchait précisément à proposer une image la plus fidèle possible au modèle sur lequel elle pouvait porter. Mais Magritte s'amuse à dire le contraire. Avec cette image extrêmement connue, indiscutablement qui représente quelque chose qu'on appelle une pipe, ce qui est intéressant, ce n'est pas la pipe, c'est le commentaire qui figure en dessous. Ceci n'est pas une pipe. Qu'est-ce que Magritte veut nous dire? Il veut nous dire que ceci est une représentation de pipe, mais ce n'est pas la pipe elle-même. La pipe elle-même, c'est dans le meilleur des cas le modèle que j'ai utilisé pour faire ce tableau. Et du coup, en juxtaposant cette image qu'on prend pour une pipe en tant que telle et le texte qui figure en dessous, il pose la question de la distance qu'il y a toujours entre le modèle de quelque chose, le réel, et la représentation qu'on va en donner, plus ou moins sur un mode mimétique. Donc il interpelle quelque part notre capacité, quand on est artiste ou quand on est scientifique, notre capacité à produire un discours, ici iconographique, un discours sur la réalité dont on veut parler. Je résume au stade où nous en sommes, l'ontologie, réflexion sur l'être et l'existant, de quoi le monde est-il fait, de quelles entités il est composé, qu'est-ce que ma façon de penser les entités du monde me permet de faire quand je fais travailler ces entités par la pensée les unes par rapport aux autres. Je constitue un monde d'objets, un monde d'êtres, un monde de processus, dont je pense qu'il est le plus fidèle possible à ce réel inaccessible de toute manière, mais je me compose d'une ontologie qui me convient, l'ontologie moderne notamment, nature, culture, âme et corps, qu'on a beaucoup critiqué depuis, surtout au XXe siècle, mais qui a constitué la base de l'ontologie scientifique occidentale. L'épistémologie, d'autre part, étude et théorie de la connaissance, la plupart du temps limitée à la connaissance scientifique, sur la base de l'étymologie du terme, épistémé, connaissance, logos, étude et discours sûr.
Donc c'est de ça qu'on va parler pendant une partie des séances de ce cours, de façon beaucoup plus illustrée, en interpellant en particulier ce que cherchent à faire les sciences sociales en tant que telles, et c'est à partir de cela qu'on pourra dérouler les questions sur la méthodologie en tant que telle. La méthodologie. Une des grandes habitudes que l'on a de définir la science, c'est de la définir par ses méthodes, bien plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, par son projet, par son ambition, non par les méthodes d'abord et avant tout. La méthode, ou plus exactement la science moderne, telle que se met en place au fin XVIe, début XVIIe siècle surtout, elle postule que rien ne peut être dit de scientifique si on ne passe pas par une phase d'observation, voire d'expérience. Et c'est les observations qui permettent de mettre les objets en face de soi, de le jeter en face de soi, objectare, qui vont permettre d'établir une série de constats, de faits, sur lesquels on va pouvoir édifier un discours scientifique complexe. Les faits, ce qu'on appelle les faits scientifiques, ce sont des énoncés. Les faits, ce ne sont pas des choses en soi, ce sont des énoncés, ce sont toujours des morceaux de discours qui s'appuient précisément sur ces observations. Et les observations peuvent être faites, au demeurant, dans le contexte d'expériences particulières. À la différence de Copernic, qui a eu cette révélation géniale de la centralité du Soleil dans le système solaire, comme on l'appelle depuis, n'a pas procédé à des expériences. Il faut attendre un peu après, notamment Galilée, pour systématiser l'idée de recourir à une série d'expériences pour, quelque part, tester le réel, le mettre à l'épreuve de nos expériences, qu'elles soient instrumentées ou pas, mais la plupart du temps instrumentées, et qui permettent du coup de définir ou d'identifier une série de réactions, une série de régularités, notamment, autre exemple qui relève un peu du même type de science que je suis en train d'évoquer avec vous, le travail sur la pression atmosphérique, le travail sur le vide et le travail sur la gravitation. Vous avez ici 3 vignettes qui vous donnent le portrait d'un savant italien, Torricelli, un deuxième savant italien, Galilée, et puis un savant français, Pascal, qui ont tous travaillé sur le vide et sur la pression atmosphérique et qui ont tous fait des expériences ici ou là, Torricelli sur la tour penchée de Pise, Pascal au Puy-Dôme, dans le centre de la France, en faisant tomber des objets et en observant avec quelle vitesse ils vont tomber de l'endroit où ils les ont lâchés à l'endroit sur lequel l'objet va impacter la surface de la Terre. Ce sont des expériences extrêmement connues parce que ça fait partie des premières expériences qu'on considère être des expériences scientifiques, mais pas tellement du point de vue de leur sophistication. Ça permet surtout de savoir pourquoi l'expérience est devenue centrale dans la méthode scientifique. Mettre la réalité de l'objet que je laisse tomber et qui va tomber avec une force qu'on va appeler la force de la gravitation universelle, petit à petit, mettre à l'épreuve la réalité de nos expériences, de nos bricolages, qui vont donc permettre de tester ce réel qu'on cherche à expliquer. L'addition de ces mesures, de Torricelli, de Galilée ou de Pascal, la répétition de leurs expériences, la répétition de leurs observations, va permettre d'identifier des régularités et de petit à petit s'acheminer vers des énoncés qui vont être des faits et qui vont permettre de dire que, dans des circonstances équivalentes, tel objet va se comporter de telle ou telle façon dans tel ou tel contexte. C'est ce qu'on appelle des lois. Alors, j'ai déjà parlé de ça avec certains d'entre vous, peut-être la moitié en fait, des étudiants qui sont présents ici, parce qu'on a parlé également de lois dans le cours d'introduction à la géographie. Et je vais compléter du coup ce que j'ai pu dire dans ce contexte-là. Ceux qui n'ont pas suivi le cours d'introduction à la géographie, ça n'est pas bien grave. Vous allez tout à fait comprendre ce que je veux dire ici. Mais quand j'aurai l'occasion de faire des liens entre les cours des 2 semestres, je le ferai volontiers pour vous aider, au moins aider la moitié d'entre vous à connecter ce qu'on a pu voir dans un cours ou dans un autre. Ce qu'on appelle une loi, de façon générale, c'est précisément l'observation d'une régularité. À l'aide de Galilée, à l'aide de Torricelli ou à l'aide de Pascal, j'observe que tout objet dont la densité est supérieure à celle de l'air tend à rester au sol, s'il y est déjà, ou à tomber au sol s'il est lâché dans l'air. C'est la base de ce qu'on va appeler la loi de la gravitation universelle. Tout objet va être attiré par la Terre elle-même. Il subit la loi de la gravitation universelle et c'est juste un constat. Ça n'explique rien. C'est juste une réalité observée qu'on a mise sous la forme d'un énoncé qu'on appelle un fait scientifique. Et vous pouvez vous amuser, et vous le faites tous les jours sans forcément y penser, à vérifier que la loi fonctionne,
n'importe quel objet dont la densité est supérieure à celle de l'air va tomber au sol et, le cas échéant, se briser en arrivant sur le sol. Quand vous arrivez à ce genre d'énoncé qui prend la suite d'une série d'expériences, d'une série d'observations diverses et variées, vous avez la possibilité d'atteindre ce qu'on appelle une loi, de formuler une loi. Formuler des lois, c'est un des grands projets de la science. Certaines définitions de la science, je t'en montrerai tout à l'heure, d'ailleurs, insistent d'abord et avant tout sur la loi et sur les lois. Quelles sont ces régularités qui organisent ce qu'on appelle parfois l'ordre de la nature? Donc une loi est une régularité constatée, sans qu'on soit nécessairement capable de l'expliquer. Il n'y a rien dans ce qui était écrit ici en italique qui relève de l'explication. C'est juste une observation, répétée et répétée encore. Observation simple faite dans la nature ou expérimentation faite dans un laboratoire. Mais je constate une régularité quand les conditions initiales que je réunis sont équivalentes. Et c'est ce genre de choses, ce genre de loi qui nous permet des fois d'énoncer des prédictions. Sur la base des lois astronomiques, je suis en mesure, ou plus exactement un scientifique un peu plus autorisé que moi sur ce genre de questions, est en mesure de vous dire « le Soleil se lèvera à Genève à 7h16, samedi 27 février prochain ». Parce qu'on sait à quel point, en particulier en astronomie, quantité de choses qui sont liées à la rotation de la Terre sur elle-même, la rotation de la Terre autour du Soleil, etc., sont illustrées ou peuvent être ramenées à des lois relativement simples. Donc les sciences ont très souvent le souci d'identifier des lois, ou en tout cas, pour être plus précis, la science moderne telle qu'elle s'est inventée autour de l'astronomie, autour des sciences de la nature au XVIIe siècle, a mis énormément l'accent sur l'identification des lois. On verra ce qu'il en est pour les sciences sociales un peu plus tard. Quand on procède de la sorte, c'est-à-dire que quand on fait des observations, quand on fait des expériences et qu'on les répète à l'infini et qu'on est en mesure, à force de les répéter, de dégager des lois relatives à ces expériences, on procède à ce qu'on appelle une méthode inductive. La méthode inductive, c'est, vous voulez, une méthode additive ou additionnelle. Je vais additionner les observations, je vais additionner les expériences, et si les résultats sont toujours les mêmes, si encore une fois les conditions dans lesquelles je fais l'observation ou l'expérience sont similaires ou identiques, je suis en mesure de formuler une loi. Donc je peux établir un fait scientifique sur une loi générale qu'on appellera volontiers une loi universelle. Voilà une des deux grandes familles de faire de la science, en tout cas telle qu'elle a été pensée à partir du XVIIe siècle, sur la base de l'observation, sur la base de l'expérience, sur la base de l'identification des régularités, sur la base de la formulation de lois. Vous avez tous compris que quand je parle de lois ici, je ne parle pas des lois du droit, bien sûr, mais des lois dites de la nature. Les lois du droit, et si le terme de loi existe également en droit, c'est parce qu'on a pensé pouvoir inventer le droit sur les mêmes bases, c'est-à-dire sur la base d'un ordre naturel qui viendrait s'opposer à l'organisation de la société. Mais je laisse ça de côté délibérément. On peut très bien considérer que les lois du droit sont arbitraires. Là, je parle de lois scientifiques dont on pense qu'elles sont constitutives de l'ontologie dont on parle quand on fait de l'astronomie, par exemple. Une façon alternative de procéder, ou complémentaire, est de parler en termes de théorie. Vous connaissez ce terme aussi bien que le terme de loi, probablement, peut-être même mieux. Mais une théorie n'est pas une loi n'est pas une théorie, parce que ça ne vise absolument pas le même objectif. La loi vise à identifier des régularités et à les mettre sous forme mathématique, arithmétique ou verbale, un discours, un énoncé, un fait scientifique, verbal. Une théorie, elle est là pour essayer, ou en tout cas proposer, une explication à un ensemble de faits d'un même ordre. La loi, c'est l'observation, c'est la régularité. La théorie, c'est qu'est-ce qui fait que tout objet d'une densité supérieure à celle de l'air va tomber au sol? Quelle est la cause, autrement dit, de cette régularité? Quelle est la cause de chacune des occurrences qui me permet ou qui participe de la loi correspondante? J'ai mis là sur le côté une petite caricature de Newton, qui est justement l'auteur non pas de la loi de la gravitation universelle, mais de la théorie de la gravitation universelle, c'est-à-dire l'explication elle-même de la loi identifiée au préalable. Alors bien sûr humoristique, parce que la légende veut que Newton ait eu cette idée de la théorie de la gravitation universelle en recevant une pomme sur la tête qui serait tombée d'un arbre.
Évidemment, ça fait partie des belles légendes de l'histoire des sciences qui a peu de chances d'avoir une quelconque équivalence dans la réalité. Mais théorie, pourquoi? Ça porte sur la même chose, la chute des corps, les pommes, les assiettes ou les météorites, peu importe. La théorie, ici, veut qu'on cherche à expliquer le fait que les corps, en l'occurrence, tombent l'un sur l'autre. Et la théorie de Newton se formule de la façon suivante: deux corps ponctuels s'attirent avec des forces opposées et de même valeur absolue. Cette valeur est proportionnelle au produit des masses de ces deux corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Il est probable qu'une partie d'entre vous, vous avez dû apprendre ça par cœur dans un cours de physique quelconque dans vos études, et peu importe que vous l'ayez retenu, et que ceux qui ne l'auraient jamais croisé dans leurs études sachent qu'ils peuvent tout à fait oublier cette définition de la théorie de la gravitation universelle de Newton. Retenez simplement que c'est un énoncé très différent d'une loi. Ici, il cherche à vous expliquer pourquoi la pomme tombe sur la tête de Newton. Il cherche à vous expliquer pourquoi un météorite tombe à la surface de la Terre. Ou il cherche à vous expliquer pourquoi on ne pèse pas le même poids sur la Lune et sur la Terre. C'est parce qu'à chaque fois, il y a deux corps, la tête de Newton et la pomme, la Terre et la Lune, des corps qui s'attirent avec des forces opposées et que cette force va être proportionnelle au produit des masses de la Terre et de la Lune, de la pomme et de la tête de Newton, ou de la Terre qui est en dessous de Newton, et avec le facteur distance qui également peut être ramené à une formule arithmétique simple. Je passe sur cet exemple-là, ce n'est pas la peine qu'on focalise sur la définition même de la théorie de Newton, mais je veux surtout que vous reteniez la différence fondamentale qu'il y a entre la loi, l'observation des régularités, et les théories, une tentative d'explication, une proposition d'explication de ces mêmes régularités. La caractéristique principale d'une théorie en sciences de la nature ou en astronomie, par exemple, c'est qu'une théorie n'est considérée comme vraie ou valide que tant qu'aucune observation ou expérience ne prouve le contraire. C'est-à-dire sans que, ou tant qu'aucune mesure particulière, aucune expérience de laboratoire particulière, aucune observation quelque part faite dans l'espace ne prouve que l'énoncé de la théorie est inadéquat. En l'occurrence, Newton avait pour lui que, de son temps, toutes les expériences qu'on pouvait faire vérifiaient globalement ou validaient globalement sa formulation. Donc, sa théorie a été considérée comme étant juste pendant des siècles parce qu'aucune expérience particulière ne pouvait l'invalider ou n'était amenée à l'invalider. Il a fallu attendre le début du XXe siècle et que la physique s'intéresse justement à des choses beaucoup plus éloignées que des arbres, des pommes et la tête de Newton pour qu'on constate que finalement, la théorie de la gravitation universelle ne fonctionnait pas si bien que ça, en tout cas pas dans tous les contextes possibles et imaginables. C'est Einstein qui l'a identifié et qui a remplacé quelque part ou contribué au remplacement de la théorie de la gravitation universelle avec la théorie de la relativité générale. Donc l'histoire des sciences est faite d'une succession, d'une concurrence de formulations de type théorique qui se trouvent invalidées par une expérience, par une observation qui ne rentre pas dans le cadre de la théorie et qui vont forcer des scientifiques comme Einstein à formuler une autre théorie qui, elle, sera englobante de tout, de ce qui se passe dans l'univers, tout comme ce qui se passe sur la tête de Newton qui reçoit la fameuse pomme. Donc une théorie dans l'histoire des sciences, pour l'histoire des sciences de la nature en particulier, est une formulation extrêmement ambitieuse qui se veut universelle et qui doit pouvoir être systématiquement contrariée par les expériences, mise à l'épreuve des expériences. Et si une expérience devait montrer, ou une observation devait montrer que la théorie n'est pas respectée, entre guillemets, être capable d'abandonner la théorie et de travailler à l'élaboration d'une autre théorie. Encore une fois, je parle ici de sciences de la nature, d'astronomie en particulier. On verra ce qu'il en est pour les sciences sociales. J'ai déjà eu l'occasion de dire à la moitié d'entre vous, dans le cours d'histoire de la géographie, d'introduction à la géographie, que c'était extrêmement difficile de pouvoir simplement imaginer qu'il y a quelque chose dans l'ordre des sciences sociales qui soit une ou plusieurs théories, qui ait une sorte de validation universelle, pour des raisons qu'on aura l'occasion de revoir ensemble un peu plus tard. Vous avez donc ici, deux façons de concevoir les choses. Faire de la science avec des expériences, des observations, des formulations d'identification de régularité, des formulations de lois. C'est ce que j'ai appelé la méthode inductive. Et une autre façon de faire la science, qui est de formuler des énoncés théoriques
qui vont expliquer les choses qui nous entourent, à proximité ou à distance, et qu'on va multiplier les observations et les expériences pour mettre la théorie à l'épreuve. La première façon de faire, qui est cumulative, expérience, 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 observation, 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 sans explication a priori, c'est ce qu'on appelle les méthodes inductives. Une théorie à la base qu'on va mettre à l'épreuve, comme celle de Newton, qu'on va mettre à l'épreuve à travers une série d'expériences ou d'explorations interstellaires, on va appeler ça la méthode hypothético-déductive. La formulation est un peu compliquée, on part d'une hypothèse et on déduit de cette hypothèse que ceci doit se produire. Et si ça ne se produit pas, ça veut dire que la théorie est invalide. Voilà deux grandes façons de faire qui, dans les faits, sont beaucoup plus mêlées que je ne donne le sentiment que ça l'est, mais en l'occurrence, deux façons de bien distinguer, au moins dans les sciences de la nature, deux façons de faire de la science. Là aussi, petit rappel pour la moitié d'entre vous sur des choses qu'on a pu faire ensemble au semestre d'automne. On a étudié des lois en géographie, notamment hiérarchie, de la taille des villes dans un territoire donné, ce qu'on a appelé la loi de Zipf ou la loi Rentaille. C'était une observation empirique d'une régularité que Zipf n'a pas cherché à expliquer, que personne n'a cherché à expliquer de façon particulière. Mais on a aussi expliqué des théories, comme celle de Christaller, qui veut que ce qu'il appelle les lieux centraux, autrement dit des villes, soient disposés de telle ou telle façon sur un espace géographique et hiérarchisés de telle ou telle façon. On a vu la théorie, on l'a travaillé ensemble. Et bien voilà, Zipf et Christaller illustrent à leur façon deux modalités de la méthode scientifique, en procédant sur un mode inductif pour Zipf, en procédant sur un mode hypothético-déductif pour Christaller. Pour conclure sur cette partie méthodologie, et en revenant à quelques définitions de base que vous allez pouvoir trouver dans n'importe quel dictionnaire et qui sont extrêmement variées, extrêmement différentes et rarement compatibles les unes avec les autres, en voici une qu'on peut trouver dans un dictionnaire grand public, dictionnaire Larousse, que vous trouvez ici en ligne, sur le site même de Larousse, qui va définir la science comme étant un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Alors, je pourrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette définition par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant? Est-ce que vous y reconnaissez, par exemple, la façon de faire de la science de Newton? Non, parce qu'il n'est pas question de théorie dans cette formulation-là. Il n'est question que de lois et que d'expérimentations qui vont permettre de vérifier des lois. Donc ici, la science, telle qu'elle est définie par le dictionnaire Larousse, n'illustre qu'un volet de la science, tel qu'on le définit habituellement, la méthode inductive. Des expériences et des expériences et encore des expériences qui conduisent à des lois et qu'on multiplie toujours pour vérifier si la loi se confirme au fur et à mesure des expériences nouvelles, mais sans nécessairement être subordonné à un énoncé théorique qui sera là pour expliquer la régularité correspondante. Donc voilà, je vous ai donné là, et de façon, j'espère, pas trop abstraite, avec les illustrations qui, j'espère, facilitent un peu la compréhension, mais quelques-uns des piliers de la conviction qu'on a eue à partir du XVIIe siècle en Europe de construire un type de connaissance particulier qu'on a fini par appeler la science, avec ses règles du jeu, avec ses convictions, avec sa dose de réalisme naïf, pour reprendre l'expression de Putman, par exemple, dans la plupart des cas, une façon de concevoir un type de discours qui se veut construit autour de la raison et pas de la sensation, autour d'une ontologie particulière et qui essaye de formuler des énoncés qui se veulent au plus près de la réalité qu'on cherche à étudier, qu'on cherche à analyser, dont on cherche à rendre compte, d'une certaine façon. Encore une fois, toute cette période historique que j'ai introduite à travers les figures de Newton, de Galilée, de Copernic ou de Torricelli correspond à une période de l'histoire des connaissances, en Europe en particulier, qui n'éprouvait pas ni le besoin ni même la curiosité d'établir une science des sociétés ou une science des individus. La science, pendant des siècles, s'est conçue comme étant un domaine de connaissance qui ne portait que sur le monde inanimé ou sur le monde animal, le cas échéant, mais certainement pas le monde humain. La question qui va se poser pour nous, à partir d'une prochaine séance, ça va être de savoir, compte tenu de tout ce que je vous ai dit, ce que j'ai résumé là de façon
par moments très simple pour un peu, et presque un peu caricatural, j'en suis désolé, mais je ne voulais pas non plus prendre la moitié du cours pour parler simplement des sciences de la nature et de l'astronomie, ça n'aurait aucun sens. Une des grandes questions qu'on va devoir se poser, c'est les sciences sociales, du coup, sont-elles des sciences? Au vu de ce qu'on vient de dire et de ce qu'on vient de se dire ensemble, il y a peu de chances que ça colle tout à fait. Et vous avez déjà vu probablement les germes ou les graines que j'ai pu semer au fur et à mesure de mon exposé pour vous donner à penser que telle ou telle façon de penser les choses pouvait poser problème quand on s'intéresserait aux humains et aux sociétés en particulier. Il va falloir être plus systématique à partir de maintenant et essayer de voir comment les sciences sociales, quand elles commencent à émerger sur un mode véritablement scientifique, c'est-à-dire pas simplement la philosophie des Lumières, par exemple, mais véritablement un corps de connaissances qui cherche à s'établir sur un mode scientifique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec l'invention notamment de la sociologie, mais pas uniquement, de voir comment les sciences sociales se sont positionnées par rapport à cet héritage, ce bagage très lourd, très prestigieux des sciences de la nature. Et vous allez voir que dans un premier temps, ou au moins chez certains, la tentation sera très forte d'établir une similitude. Les sciences sociales doivent procéder comme les sciences de la nature, doivent observer les sociétés et les individus comme on le ferait avec des insectes ou avec des lapins. Et puis assez rapidement, dès la fin du XIXe siècle, vous allez avoir un discours alternatif qui va consister à dire non, les sciences sociales ça sorte entre cette première séance et les séances qui suivent. Ce n'est pas simplement pour le plaisir d'être dans l'histoire des sciences ou de cultiver une quelconque réflexion sur l'originalité des sciences sociales ou une singularité quelconque des sciences sociales, c'est aussi pour vous ouvrir à des débats qui sont extrêmement importants dans les sciences sociales encore aujourd'hui. Parce que tout ce que je vous ai dit fait débat dans les sciences sociales aujourd'hui. Et vous avez parmi nous, parmi simplement les professeurs qui travaillent dans cette faculté, des personnes qui vont être plus tentées de caler leur façon de faire des sciences sociales sur le modèle des sciences qui ont préexisté, et d'autres, au contraire, qui vont revendiquer des postures sensiblement, voire radicalement différentes, précisément au nom de la spécificité des objets sur lesquels travaillent les sciences sociales, donc les sociétés en particulier. Donc là, je suis juste en train d'ouvrir un tout petit peu la porte à ce qu'on va se dire à partir de la semaine prochaine. Mais il me semble que ce pilier-là, cette base-là d'histoire un peu des sciences, et encore une fois, des sciences de la nature en particulier, vous sera utile, même si on va délaisser l'astronomie, si on va délaisser la gravitation universelle et on va oublier Newton et Einstein rapidement, parce que vous devez avoir à l'esprit que cette façon de faire constitue un modèle de référence extrêmement puissant aujourd'hui dans toutes les sciences, vis-à-vis duquel il faut se positionner. Non pas pour ou contre, mais est-ce qu'on fait pareil ou pas dans le domaine des sciences sociales? Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je me rends compte que non seulement je finis un petit peu avant, mais surtout c'est parce que j'ai mangé la pause. Donc j'espère que vous avez réussi à rester accroché à la présentation. C'est évidemment très difficile d'imaginer une quelconque forme d'interaction entre nous parce que je ne peux pas parler et en même temps regarder les commentaires que certains d'entre vous ont peut-être envoyés pendant ma présentation. On essaiera de trouver une façon de faire avant le répétitoire, même de la fin du semestre, pour avoir des moments, des temps dans lesquels on peut un peu échanger. On vous proposera sûrement une formule ou peut-être qu'on utilisera les pauses quand on n'oublie pas de les faire, comme je viens de le faire moi-même aujourd'hui, pour que vous puissiez, le cas échéant, poser quelques questions ou réagir. Mais n'hésitez pas, encore une fois, aussi à utiliser les différents outils de communication que vous avez à votre disposition pour nous interpeller. Mais pas pendant la séance elle-même, parce que c'est assez difficile d'être à la fois sur Media Server, sur Zoom, et de regarder le chat sur Zoom. Voilà, je vous propose qu'on en reste là, et que du coup, vous ayez peut-être une pause un peu plus consistante avant un possible prochain cours à 16h15. Quoi qu'il en soit, vous avez rendez-vous mardi prochain à la même heure dans cette même plateforme Zoom avec mon collègue Matteo Gianni, qui prendra la suite de cette présentation, et je reviendrai vous voir dans 2 semaines pour revenir sur cette question de la singularité des sciences sociales. Voilà, j'espère que vous avez pris vos marques avec ces éléments de proposition. Ça a certainement besoin de mûrir un petit peu. Quoi qu'il en soit, vous avez un peu le temps pour ça dans les jours qui viennent. La première urgence relative étant de vous inscrire au séminaire et de guetter les informations sur les groupes ou le groupe auquel vous allez appartenir. Voilà, bonne suite à tous et à la semaine prochaine donc avec Matteo Gianni.